Bienvenue à cette activité de mobilisation des connaissances scientifiques sur le jumelage interculturel au Québec. Je m'appelle Johanna Cardona. Je suis coordonnatrice des activités scientifiques de l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec. Cette équipe de recherche est sous la direction de Stéphanie Arsenault, professeure titulaire et chercheuse à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Stéphanie est également co-chercheuse du projet de recherche dont nous allons discuter aujourd'hui. Voilà, nous voulons commencer par vous présenter l'équipe de recherche du projet Jumelage interculturel. Et c'est une longue et grande équipe. Et donc, on voulait quand même au moins vous laisser quelques temps de lire les noms des personnes qui faisaient partie de cette équipe-là. Et les projets aussi bénéficiaient de l'appui d'un comité de conseil dont les principaux mandats de cette équipe étaient, ou de cette comité, étaient d'assurer la réalisation du projet conformément aux objectifs visés et d'alimenter les différentes discussions à chaque étape du projet et d'apporter certaines pistes de solutions aussi aux différentes étapes de mise en œuvre du projet. Donc, aujourd'hui, en représentation de cette grande équipe, nous avons avec nous Stéphanie Arsenault. Mais un peu plus tard, nous allons accueillir aussi Maude Lupin-Montesino, étudiante à la maîtrise en mobilisation et transfert de connaissances à l'Institut national de la recherche scientifique. Maude a réalisé un stage au sein du projet et attribué à la conception et à la coproduction des outils de mobilisation de connaissances. Donc, elle prendra un peu plus tard la parole lors de la présentation. Stéphanie, tu peux passer à la suivante. Alors, voici le plan de la présentation, puis aussi un peu du déroulement de l'activité que on vous proposons pour aujourd'hui. D'abord, Stéphanie présentera la démarche de la recherche en abordant quelques éléments méthodologiques du projet. Nous prendrons ensuite une dizaine de minutes pour prendre vos questions, commentaires et Stéphanie poursuivra ensuite avec la présentation des résultats, les principaux résultats de recherche, notamment en fonction de chacune des objectifs qui avaient été visés ou ciblés. Et ensuite, on continuera avec une période d'échange de plus ou moins 15 de minutes. Puis à la fin, Maude prendra la parole, puis présentera les outils de mobilisation des connaissances qui ont été produits. Et nous conclurons avec une autre dernière période de questions et d'échanges. Alors, sans plus tarder, Stéphanie, je te cède la parole. Ton microphone. Première étape, réallumer le microphone. Merci beaucoup, Johanna, pour cette introduction. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter, en fait, nous avons le plaisir comme équipe de vous présenter les principales grandes observations de notre projet qui avait là, 3 objectifs que je vais vous présenter à l'instant. Mais j'aimerais revenir un petit instant sur le titre de notre présentation, hein, le jumelage interculturel en milieu communautaire et ce qu'il peut nous apporter là concrètement. Donc, le jumelage communautaire ou le jumelage interculturel communautaire, on prend la peine de spécifier la mention communautaire pour le différencier des contextes où le jumelage peut aussi être utilisé et mis sur pied là, dans des milieux scolaires, comme dans les collèges ou les universités, ou encore dans les milieux d'emploi, les milieux d'emploi privés ou du secteur public. Il y a des parallèles, il y a des connexions, évidemment. Par contre, notre recherche, comme vous allez le voir, elle s'est vraiment déroulée dans le secteur communautaire. Donc, on voit le jumelage interculturel. On a regardé des formes de jumelage, oui, qui se déroulent dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne des participants.
et dans des contextes où c'est un organisme communautaire ou une association euh, qui a mis sur pied, qui a déclenché cette relation interpersonnelle ou interfamiliale. Alors voilà pour camper. Donc, beaucoup des observations qu'on va présenter peuvent être transférées ou utilisées ou prolongées pour d'autres secteurs de jumelage, mais c'est important de comprendre qu'elles ont été, qu'elles émanent, si on veut vraiment, du jumelage dit communautaire. Alors, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait comprendre, tournait principalement autour de trois grands objectifs. On voulait mieux comprendre, est-ce que le jumelage interculturel communautaire peut contribuer à réduire les préjugés que peuvent porter ou que portent leurs participants, tant les participants euh, québécois que les participants immigrants. On va, dans quelques instants, définir la terminologie aussi à cet égard-là qu'on a adoptée. Donc, à propos des préjugés. Également, à propos des rapports, des dynamiques de pouvoir qui peuvent s'installer entre les participants et les participantes. Et finalement, dans quelle mesure ou comment le jumelage interculturel communautaire peut contribuer à l'intégration à la société québécoise. Alors, tout au long de la démarche, c'est à ces questions-là, c'est à ces questionnements-là, oui, qu'on souhaitait répondre. Pour y arriver, on a fait un terrain de recherche quand même assez costaud, avec plusieurs méthodes de collecte d'informations. Les données qu'on a récoltées ont été récoltées entre 2022 et 2024 pour la dernière étape. On a premièrement fait 46 entrevues avec des jumelles et des jumeaux dans 8 villes de la province de Québec. Les villes où on s'est rendu sont Joliette, Montmagny, Montréal, Québec, Rouyn-Noranda, Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Et d'ailleurs, on peut profiter de l'occasion pour remercier à nouveau vraiment les partenaires, les gens qui nous ont ouvert leurs portes et facilité l'accès aux participants de leur programme de jumelage dans toutes ces villes. Donc, c'est le premier corpus de données qu'on a récolté et analysé. En parallèle, on a commencé et poursuivi des entrevues avec des responsables de programmes de jumelage dans ces 8 villes, mais dans aussi 4 villes supplémentaires, donc un total de 12 entrevues réalisées avec des responsables de programmes. On a aussi réalisé 3 entrevues de groupe sous forme, avec une technique qu'on appelle le photo-voix. Donc, on demande aux personnes d'utiliser des images ou des photographies pour représenter, illustrer et décrire leur expérience de jumelage. Donc, on l'a réalisé dans 3 lieux différents, ce qui nous a permis de rencontrer plus de 20 personnes supplémentaires. Et finalement, la dernière étape a été un questionnaire en ligne qui a été répondu par 352 personnes de partout en province. C'est donc dire que notre démarche, elle est davantage qualitative, c'est-à-dire qu'on a surtout reposé nos premières analyses, nos premières, oui, c'est ça, analyses, dans le fond, sur des récits, sur des témoignages, sur des informations qui nous ont été transmises en profondeur, si on veut, de manière orale, et on a appuyé certaines de ces questions par un questionnaire, par des données quantitatives. Parmi les 352 questionnaires qu'on a reçus, 254 avaient été répondus entièrement et donc environ une centaine avaient été répondus partiellement. Donc, pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, ça n'a pas une grande importance, mais dans l'analyse de certaines données, ça vient faire varier le nombre de réponses là, qu'on a pu prendre en compte. Alors, voilà pour la méthodologie, si on veut, qu'on a utilisée pour recueillir les informations avec lesquelles on a travaillé par la suite pour procéder à nos analyses. Ensuite de ça, lorsqu'on a démarré la démarche, nous parlions plutôt avec la terminologie, si on veut, là, de jumeaux et jumelles accueillis et de jumeaux et jumelles accueillants, des expressions, des formulations qui nous plaisaient bien. Mais au fil
de l'expérience, au fil de la réflexion, on a plutôt souhaité adopter une terminologie, une formulation qui était moins qualitative sur le plan sémantique de justement, qualifier le rôle des jumeaux. On avait une certaine impression que l'expression, par exemple, jumeaux accueillis, mettait dans un état de passivité les personnes qu'on désignait ainsi, alors qu'elle mettait les personnes qualifiées de jumeaux accueillants de manière active et dans un rôle plus prédominant. Alors, on a plutôt décidé d'adopter la terminologie de jumeaux et jumelles québécois, québécoises, qui désigne les personnes qui sont jumelées à titre de personnes d'expérience au Québec, qu'elles soient nées au Québec ou qu'elles y vivent depuis un certain temps. On n'a pas de tracé de ligne fixe. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais des personnes qui se considéraient comme ayant une expérience de vie au Québec suffisamment intéressante pour être considérées comme un jumeau québécois. Et on a utilisé l'expression jumelle et jumeaux immigrants pour désigner le jumeau, la jumelle qui est impliqué dans l'expérience, dans la relation, à titre de personne qui n'est pas née au Québec et qui y vit depuis peu. Et sans égard à la catégorie migratoire là, par laquelle elle se trouve sur le territoire québécois, qu'elle soit ici temporairement au sens administratif ou qu'elle ait un permis permanent ou qu'elle n'ait à la limite pas de permis, là, pas de permis de séjour pour notre catégorisation, si on veut, là, ces personnes étaient désignées comme des jumeaux immigrants. Donc, quand je vais utiliser les mots jumelles et jumeaux québécois, bien, ça désigne les personnes qui sont jumelées à titre de personnes vivant au Québec depuis un certain temps. Et les jumeaux et jumelles immigrantes sont les personnes qui ne sont pas nées au Canada et qui vivent ici depuis moins longtemps et qui s'inscrivent au jumelage un peu dans ce contexte-là. Nous allons diviser la portion des résultats en 3 petites sections. Vous vous souvenez qu'on a mentionné 3 objectifs principaux. Le premier étant voir est-ce que le jumelage contribue à la réduction des préjugés chez les participants. Alors, peut-être spontanément, je pourrais dire un premier élément qui est très positif, c'est-à-dire que oui, ça contribue. On a observé qu'effectivement, et ça, c'était déjà quand même documenté dans d'autres recherches qui ont précédé la nôtre, là, qu'effectivement, c'est un moyen qui peut contribuer très favorablement à la réduction des préjugés, mais pas automatiquement et pas dans tous les cas. Donc, il y a quand même des prudences à avoir. Et je mentionnerai que dans la plupart des cas, ce sont les jumeaux, les jumelles eux-mêmes et elles-mêmes qui nous ont clairement mentionné, qui ont clairement exprimé que le jumelage interculturel est une expérience d'apprentissage transformatrice. Mais comme je le dis, pas automatiquement. On a vu des exemples où, au contraire de la réduction des préjugés, on a plutôt vu la consolidation de certains préjugés, même l'introduction de nouveaux préjugés. Et c'était surtout dans des cas où les participants, par exemple, les participants québécois, lorsqu'elles étaient des personnes moins expérimentées, qui possédaient moins d'expérience interculturelle préalable et qui n'ont pas bénéficié ou compté sur un soutien, on pourrait dire, continu sur le plan de la réflexivité. Dans certains cas, des personnes ont plutôt consolidé des préjugés lorsque leur expérience s'est avérée plus négative, plus décevante. Alors, oui, le jumelage offre un potentiel intéressant, mais il requiert un accompagnement significatif et continu pour que les participants soient amenés dans une démarche de réflexivité et d'introspection, de questionnement sur soi-même pour ne pas en rester sur des expériences qui parfois sont déstabilisantes ou négatives et que ça vienne consolider ou renforcer des idées préconçues qui étaient déjà négatives. Du côté des jumeaux, des participants jumelles et jumeaux québécois, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte, par contre,
s'est rendu compte que la majorité et la très grande majorité de notre échantillon avaient des expériences interculturelles préalables, c'est-à-dire elles avaient beaucoup voyagé ou vécu ou travaillé à l'étranger dans un autre pays, ou elles avaient des membres de leur famille, voire un conjoint issu de l'immigration, ou elles travaillaient ou côtoyaient très régulièrement des personnes issues de l'immigration ou de la diversité culturelle dans leur quotidien. Alors, ces personnes avaient de la difficulté lorsqu'on leur posait la question, est-ce que le jumelage est venu modifier votre perception de ceci, de cela, votre représentation des autres? Elles avaient de la difficulté à départager, est-ce que ma représentation, elle est ainsi en raison de mes expériences passées ou en raison du jumelage? C'était pas trop clair parce qu'elles avaient déjà, pour la plupart, une démarche, une réflexivité sur la diversité qui était bien engagée. En conséquence, on s'est aperçu que si on souhaite que le jumelage interculturel réduise et soit un outil pour déconstruire et désamorcer les préjugés qui peuvent être présents chez la population québécoise, bien, le fait de recruter principalement ou que chez des personnes déjà bien aguerries en termes de relations interculturelles, bien, ça réduit l'impact parce que ces personnes-là ont déjà une démarche réflexive et bien engagée. Ce qui nous amène à penser, on y reviendra, que si notre souhait, c'est d'avoir un impact, si un des objectifs, c'est d'avoir un impact, si on veut, une incidence sur les préjugés présents dans la société québécoise, bien, il faut aussi inclure des personnes qui ont moins d'expérience préalable, mais à condition de pouvoir assurer un soutien et un accompagnement réflexif afin d'éviter que les expériences soient négatives et consolident des préjugés plutôt que l'inverse. Maintenant, quelques citations, quelques extraits vraiment éloquents de participants à propos de la question des préjugés. Un jumeau québécois a affirmé ceci. Il a dit, ça a été comme une espèce de révélation, comme je dirais, dans le sens que je ne les connaissais pas, les Chinois. J'avais l'impression qu'ils étaient très, très fermés, très hermétiques. En tout cas, ils ne le sont pas tous. Tu sais, quand on dit les Chinois, ils sont ci, ou les ci, ils sont comme ça, bien, ils ne le sont pas tous. Alors, ça exprime vraiment comment l'expérience de relations interculturelles peut s'avérer efficace pour, au contact direct, contrer les généralisations et désamorcer les préjugés qui sont déjà présents. On a une autre citation qui est d'une jumelle québécoise. Elle dit, dans ma tête, j'avais un jugement sur les femmes voilées. Ce que j'aime de la relation avec ma jumelle, c'est que je ne vois plus un peuple de femmes voilées. Je vois ma jumelle que j'aime, qui a un voile, qui est voilée, qui pratique sa religion, et ça, je trouve ça fantastique. Ça enlève le jugement global sur des gens dont tu ne connais pas la réalité. Puis là, d'être face à eux, de manger à leur table, de socialiser, de voir l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, ça bat des tabous pour moi. Je trouve ça absolument fantastique. Alors, on voit comment les pratiques de jumelage peuvent contribuer à l'amélioration de la compréhension du vécu des personnes immigrantes et on a constaté que ça semblait améliorer, accroître l'empathie chez les jumeaux québécois qui sont dans ces expériences-là. Je vous présente aussi des citations de jumeaux immigrants, jumeaux ou jumelles immigrants. On a un premier jumeau immigrant qui nous dit, ouais, j'ai parlé avec elle de ça en fait. À ce moment-là, j'avais besoin des Québécois, des Québécoises pour comprendre c'est quoi. Ils m'ont aidé avec leur raisonnement. Un autre jumeau dit, une jumelle, cette fois-ci, elle dit, elle est quelqu'un d'ici, donc elle comprend la culture. Si j'ai besoin de savoir pourquoi les gens réagissent de cette manière-là, donc elle peut me le dire. On voit donc que pour les jumeaux, les jumelles immigrantes, la compréhension des personnes québécoises peut être améliorée à leur contact direct
et peut réduire aussi les images négatives sur la société québécoise en général. On n'a pas mentionné encore à ce point-ci, mais chez de nombreux jumeaux et jumelles immigrants et immigrantes qui se sont prêtés à l'expérience du jumelage, il y avait une présence de représentation parfois un peu négative des Québécois, de la société québécoise, qui reposait sur un certain nombre d'expériences justement négatives, frustrantes ou de rejet, qui ont pu être renversées, du moins en partie, là, avec cette expérience-là. En quelques chiffres pour appuyer ou nuancer ces affirmations-là, on voit que les analyses des données quantitatives qu'on a recueillies mettent en lumière aussi les effets qui sont perçus sur le jumelage interculturel, sur les représentations mutuelles des participantes et des participants. Les résultats révèlent toutefois une transformation positive des perceptions à l'égard de l'autre, mais elle est plus marquée chez les personnes immigrantes que chez les participants québécois. Des chiffres plus précis, donc on a 54% des répondants et des répondantes québécois qui affirment que leur participation au jumelage interculturel a changé positivement leur perception des nouveaux arrivants, alors que 42% d'entre eux affirment que leur perception des nouveaux arrivants n'a pas changé avec l'expérience du jumelage interculturel. Mais ces personnes qui affirment ne pas avoir changé de perception, ça peut tout autant être des personnes qui avaient des représentations positives. Donc, ce n'est pas en soi négatif, mais on voit que la moitié d'entre eux répondaient concrètement à ressentir là, que leur représentation était devenue plus positive grâce à cette expérience. Par contre, chez les répondants immigrants, c'est près de 70% qui affirment que leur participation au jumelage interculturel a changé positivement leur perception des personnes québécoises ou de la société québécoise en général. C'est donc un pourcentage très important et on voit à quel point pour les répondants et les répondantes immigrantes, c'est un moyen très privilégié, très efficace pour mieux saisir la société québécoise et en avoir une perception plus positive. Mais on voit quand même que 22,7% des personnes, pardon, de ces personnes-là affirment que la perception des personnes québécoises n'a pas changé durant l'expérience de jumelage. Je vais mentionner quelques éléments qui sont peut-être à propos là, de la question des préjugés un peu plus charnières que les autres. Nous avons identifié que l'inclusion des jumelles et des jumeaux québécois déjà expérimentés sur le plan des relations interculturelles, c'est positif dans le sens où ça facilite la création d'un climat de confiance entre les participants et ça facilite la réussite des jumelages. Par contre, l'inclusion des jumelles et des jumeaux qui sont moins expérimentés, ça augmente le potentiel éducatif du jumelage envers la population québécoise, mais ça requiert un accompagnement qui est soutenu pour assurer le processus réflexif qui rend, si on veut, la tournure positive là, du jumelage possible. Alors voilà pour les principaux éléments qui touchent la déconstruction des préjugés. Nous allons maintenant passer à la partie sur les rapports de pouvoir. Je dirais peut-être d'entrée de jeu que la question des rapports de pouvoir, des relations égalitaires ou non au sein du jumelage interculturel, plusieurs personnes et même plusieurs chercheurs, plusieurs experts du sujet voyaient cette question comme un peu presque tabou, dans le sens où on a longtemps présumé ou présenté le jumelage comme étant par définition ou par défaut une dynamique où les rapports sont égalitaires parce qu'on met des personnes, comment dire, on présume être sur un pied d'égalité dans la relation interpersonnelle. Mais nous, on a plutôt abordé la question en reconnaissant que dans le jumelage interculturel, dans le contexte dans lequel on le présente, eh bien, ça implique souvent des relations qui sont en réalité développées entre des personnes qui sont identifiées au groupe majoritaire et d'autres personnes qui sont identifiées à des groupes minoritaires.
Ce qu'on veut dire par groupe minoritaire, c'est que ce sont les personnes, dans le fond, les groupes minoritaires dans la définition de la chercheure Danielle Juteau, ce sont les groupes qui sont ceux finalement dont l'histoire ou la culture ne sont pas celles qui sont reproduites dans une société par les institutions comme l'école et les médias. Dans la société québécoise, eh c'est la culture majoritaire québécoise francophone d'ascendance française qui est reproduite dans le système éducatif, dans le système culturel, dans les médias, alors que les groupes et les personnes qui sont issues d'autres origines sont beaucoup moins euh, mis de l'avant et reproduits dans ces institutions-là. Donc, c'est avec cette reconnaissance-là qu'on a abordé le jumelage. On a constaté qu'il y a effectivement dans le jumelage interculturel des rapports de pouvoir qui peuvent survenir et elles peuvent prendre racine dans dans deux dimensions principales du jumelage qui la composent. Premièrement, dans la formulation même et dans la présentation des objectifs du jumelage interculturel qui est fait par chacun des organismes qui en fait la promotion, mais aussi et beaucoup dans les motivations, dans la nature des motivations, des raisons pour lesquelles les jumelles et jumeaux souhaitent participer au jumelage, qu'elles soient des jumeaux jumelles québécoises ou immigrantes. Alors, on a constaté que, et là, c'est imbriqué, la question des objectifs du jumelage, c'est très, très étroitement interrelié aussi avec le type et la nature des motivations qui poussent les jumeaux et jumelles à s'y inscrire. On a constaté d'un côté que les personnes qui souhaitent et qui voient le jumelage comme premièrement et surtout comme une forme, une manière d'aider ou d'être aidé à fonctionner, à s'installer dans un nouvel endroit ou à s'intégrer. Ça contribue, c'est un contexte qui contribue à installer des asymétries de pouvoir. Ça contribue à installer une dynamique où l'aide va être vue de manière unidirectionnelle d'une personne qui est là pour aider, pour donner, pour renseigner, pour informer, et une autre qui est là pour recevoir cette information. Ça donc introduit une dynamique où il y a quelqu'un qui apprend et il y a quelqu'un qui montre. Et ça peut aussi, comment dire, faire ressentir chez des jumeaux, en particulier chez des jumeaux québécois, un sentiment d'obligation morale de rester engagé parce que la personne a besoin de nous, hein, une certaine notion ou perception de besoin. Alors, ces types de motivations-là laissent place à des dynamiques plus égalitaires qui peuvent perdurer dans le temps. Alors que quand la motivation est plutôt un désir de vivre une expérience ou une amitié interculturelle, alors on constate que les relations tendent à être plus rapidement davantage égalitaires et on constate plus d'échanges, de partage et d'apprentissage mutuel. Donc, la dynamique est moins unidirectionnelle et elle est plus propice justement à un climat où les personnes se sentent à part égale. Ces rapports de pouvoir, lorsqu'ils émergent, ils peuvent être acceptés ou non, ils peuvent être considérés comme normaux, ils peuvent être considérés comme normaux et non questionnables, comme étant quelque chose on pourrait dire, de propre à cette dynamique de jumelage. Les motivations et les dynamiques au sein du jumelage interculturel, par contre, peuvent évoluer avec le temps. Elles n'évoluent pas toujours, mais elles peuvent évoluer. Elles peuvent progresser vers des liens qui sont plus amicaux et plus égalitaires au fil du temps. Et on a plusieurs jumeaux et jumelles qui nous ont exprimé des propos en ce sens, où on nous parlait, par exemple, au début de la relation, c'était plus pratico-pratique, apprendre à fonctionner ou à réaliser certaines démarches. Mais avec le temps, certains jumeaux, jumelles sont devenus, ont vu leur relation se transformer en une dynamique d'amitié.
Mais si les échanges dans un rapport de jumelage restent centrés sur la réponse à des besoins de la personne immigrante, il est plus probable que la relation conserve une certaine unidirectionnalité et que le pouvoir soit davantage entre les mains des jumelles et des jumeaux qui vont avoir donc plus de pouvoir pour cadrer qu'est-ce qu'on fait en jumelage et comment ça se déroule. Alors, maintenant, une citation qui est quand même très éloquente de ce que ça peut faire vivre chez quelqu'un qui n'est pas confortable avec une dynamique de jumelage qui est ressentie comme inégalitaire. Il y a une jumelle immigrante qui nous a dit, je n'ai pas aimé ça, parce que quand je sollicite ma jumelle, moi aussi, je veux le faire. J'ai cet argent pour le faire. Ma jumelle refuse. Je lui ai dit, j'apprécie ce que vous êtes en train de faire, mais j'aimerais aussi vous amener quelque part. Ma jumelle va refuser. Moi, je n'ai pas aimé ça. Ma jumelle m'a dit, non, moi, je suis venue vous aider un peu. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas que vous m'invitiez. Je lui ai répondu, mais vous me minimisez. Moi, vous me prenez à moins cher. Pourquoi? N'est-ce pas que nous sommes des amis? Donc, je pense que cette citation-là, elle est très, très éloquente pour exprimer à quel point il y a des sentiments et finalement tout un spectre d'émotions plutôt négatives qui peuvent surgir d'une dynamique de relations de pouvoir inégalitaire qui n'est pas souhaitée par les participants. Maintenant, quelques chiffres qui viennent illustrer ou nuancer ce constat. On a, on a observé que 56,3 % des répondantes et des répondants natifs déclarent être majoritairement à l'origine des propositions d'activités à faire ensemble. Donc, c'est elles et eux qui suggéraient, là, on va faire ceci, on va faire cela. Alors que seulement 11 % des personnes immigrantes qui ont répondu ont déclaré la même chose. Toutefois, il y a moins d'un tiers des personnes immigrantes qui ont répondu qui ont affirmé que leurs jumelles ou leurs jumeaux étaient le plus souvent à l'origine de la proposition des activités. Donc, les jumeaux répondants immigrants n'ont pas tant perçu ce rapport inégalitaire dans cette dimension de qui décide de qu'est-ce qu'on fait. Et plus de la moitié d'entre eux avaient plutôt l'impression que le choix des activités était partagé également entre les deux. Les répondantes et les répondants natifs sont moins nombreux proportionnellement à estimer, pardon pour la coquille ici, que le choix des activités est partagé équitablement. Ce que je peux rajouter sur ces éléments-là, donc on constate qu'en termes de relations de pouvoir, oui, on peut peut-être se questionner, se demander est-ce que le fait que plus de la moitié des participants natifs se perçoivent comme les principaux initiateurs et là, oui, je voulais ajouter avant de poursuivre qu'on a aussi posé des questions sur qui prend des décisions dans notre rapport de jumeaux et jumelles et que les relations semblaient aussi similaires là, à celles de proposer qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Les prises de décision étaient aussi un peu sous le même angle. Donc, j'allais rajouter que on peut se demander, est-ce que le fait que la moitié des participants natifs se perçoivent comme les principaux initiateurs des activités pourrait traduire justement une certaine asymétrie dans le pouvoir d'action au sein de la dynamique et de la relation? Est-ce que ça reflèterait une position d'une certaine domination, entre guillemets, qui implique des participants natifs qui ont plus la capacité de définir comment va se dérouler le jumelage? Est-ce que, du point de vue des personnes immigrantes, cette dynamique pourrait être perçue comme une forme de bienveillance un peu paternaliste ou une volonté d'aider ou d'intégrer, mais où le pouvoir de décision demeure entre les mains du groupe majoritaire sans que ça leur pose un problème flagrant? Soulignons par ailleurs que les écarts de perception entre les deux groupes sont quand même significatifs sur le fait que les immigrants perçoivent davantage une relation égalitaire alors que dans un ordre de 56 %, alors que chez les jumeaux québécois, c'est seulement 42, près de 43 % là, qui ont cette perception-là que les relations seraient plutôt égalitaires.
À retenir sur la question des relations de pouvoir, la notion de réciprocité. Ensuite de ça, je vais faire le point sur le temps pour voir si on a du retard ou de l'avance ou si je suis bien dans le temps. Alors, la réciprocité. Cette notion-là, elle est très, très importante parce qu'elle apparaît comme une clé dans la construction des rapports égalitaires. Elle peut, la réciprocité, être comprise comme la reconnaissance concrète de la valeur de la participation et de la contribution égale des deux personnes. Elle valorise les deux univers culturels et elle favorise le bien-être et le sentiment de reconnaissance des personnes. Elle peut prendre la forme d'échanges d'invitations à manger ou d'échanges d'invitations à sortir ou encore à s'offrir des services. Donc vraiment, cette notion de réciprocité, elle nous est apparue comme clé et comme très positive dans à promouvoir dans le jumelage interculturel. Alors, il est maintenant 10h moins 10. Euh, je vais tâcher d'accélérer un petit peu pour la partie sur l'intégration. Et puis ensuite de ça, on va pouvoir prendre une partie de questions. Alors, sur l'intégration, c'est évident, et vous le savez tous et toutes, là, que le terme intégration est un concept qui peut, comment dire, avoir de multiples définitions et avoir des sens diversifiés selon les disciplines, selon les époques, selon les lieux. Dans le cadre de notre recherche, on a défini l'intégration comme ceci, alors comme un processus qui est complexe, qui implique et qui concerne autant la société d'accueil que les nouvelles et les nouveaux immigrants, et qui se déploie dans plusieurs sphères de la vie de manière différenciée, mais interreliées. On peut penser aux sphères personnelles, sphères politiques, sphères familiales, sphères éducatives, sphères professionnelles, toutes ces sphères de la vie. L'intégration, elle s'apprécie subjectivement à travers ces dimensions qui sont cognitives ou encore on pourrait dire éducatives, relationnelles et participatives, ainsi que via le sentiment d'autonomie, le sentiment de reconnaissance sociale et le sentiment d'appartenance à la société. Et je voudrais ici rapporter les propos d'un jumeau québécois qu'on a rencontré qui disait ceci, qui traduisait très bien cette idée-là que ça implique également la société d'accueil. Il dit, si on pense que c'est juste le travail de la personne qui arrive de s'intégrer, je pense qu'on fait fausse route. C'est aussi l'effort et le travail du peuple d'accueil. Je pense qu'on a une belle porte d'entrée dans le jumelage. Alors, à l'intérieur de cette définition de l'intégration, on a constaté que oui, il y a plusieurs des facettes de l'intégration qui sont influencées positivement par les relations qui sont établies au sein du jumelage. On a identifié la dimension éducative, la dimension émotive et la dimension identitaire. La dimension éducative, on veut dire par là mieux connaître et mieux comprendre l'autre ou l'autre société. La dimension émotive, c'est la sécurité émotionnelle et la sécurité globale. Et la dimension identitaire, on veut surtout se référer au sentiment d'être reconnu et au sentiment d'appartenir à un groupe ou à une société. Il y a un jumeau québécois à cet effet-là qui nous dit, alors je pense que c'est ça. C'est de mieux comprendre la réalité de l'immigrant, de leur désarroi en arrivant dans un autre pays, de leur plaisir, mais aussi de ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont laissé en arrière. On a une jumelle immigrante qui nous dit, elle est quelqu'un d'ici, donc elle comprend la culture. Si j'ai besoin de savoir pourquoi les gens réagissent de cette manière-là, donc elle peut me le dire. Il y avait l'exemple là, qui était venu de plusieurs immigrants nouvellement arrivés qui se surprennent, par exemple, de constater que habituellement au Québec, du moins en ville, sur la rue, les gens ne se saluent pas. Les gens vont rester indifférents là, au moment de se croiser sur la rue. Donc, il y a des personnes immigrantes qui vont interpréter ça et croire que c'est un rejet personnel à leur personne individuellement qui leur est manifesté au moment de ne pas avoir de réponse à une salutation sur la rue ou dans un lieu public, alors qu'elles peuvent se faire expliquer que de manière générale, peu importe l'origine ou peu importe l'apparence de la personne, on n'a pas la pratique, du moins en ville, de se saluer dans les lieux publics. Alors, c'est un exemple de comment un petit fait peut être déconstruit et rétabli. Maintenant, quelques éléments
sur la dimension cognitive par rapport à l'apprentissage. On a effectivement, dans le sondage statistique, 82% des répondantes et des répondants québécois et 81% des immigrants qui se disent en accord avec l'affirmation « J'ai appris de la culture et des habitudes de vie de mon jumeau ou de ma jumelle ». On a aussi 79,6% des répondantes et répondants québécois et 71%, donc quand même un peu moins, des immigrants qui estiment que leur jumelle et leur jumeau ont appris de leur propre culture ou de leurs propres habitudes de vie. Par contre, il y a 54% des répondantes et répondants québécois, donc beaucoup moins que les 71% des immigrants, qui se disent en accord avec l'affirmation « Ma participation au jumelage interculturel m'a permis de mieux comprendre l'autre ». Donc, apprendre, en fait, connaître des choses sur la culture de l'autre ne se traduit pas nécessairement dans un sentiment de mieux comprendre les autres. Et c'est moins présent, cette compréhension-là améliorée chez les Québécois que chez les immigrants. Et notons quand même qu'il y a 28,5% des répondants québécois qui sont en désaccord, qui ont vraiment dit moi, ça ne m'a pas aidé à mieux comprendre les autres. Et les autres réponses étaient situées là au milieu, c'est-à-dire des réponses neutres. Par rapport à la dimension émotive, on a des jumeaux, dans ce cas-ci, un jumeau québécois qui a dit, par exemple, je l'ai appris à travers le jumelage, qu'il est devenu un ami du jumelage syrien, musulman, qui parle arabe. Il est devenu un ami arabe, puis il est devenu un ami proche. Son pays, ça n'a plus d'importance. Sa religion, ça n'a plus d'importance. Sa langue, ça n'a plus d'importance. C'est mon ami. On est proche, on se dit des choses très personnelles. Une jumelle immigrante nous dit « Mais avec l'expérience du jumelage, ça m'a permis vraiment de me sentir moins seule. Moins seule parce qu'avant, je disais « Oui, je n'ai pas d'amis, je suis seule, je reste chez moi. » Mais après le jumelage, ça m'a comme un peu ouvert l'esprit. Et puis cette idée, cette pensée que je suis seule, je ne l'avais plus dans ma tête. Un jumeau immigrant dit « Cette relation nous a permis d'avoir un respect mutuel. » Eux, ils respectent nos valeurs, ils respectent notre religion, ils respectent nos coutumes et tout ça. Et nous ici, de l'autre côté, on respecte toute leur culture, toutes leurs valeurs. Ça veut dire que le respect est mutuel et réciproque. Et finalement, une autre personne qui dit, pour moi, c'était une belle expérience. Et ça m'a aidé beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est émotionnellement. Comme je t'ai dit, je n'avais pas besoin vraiment de demander à elle des informations, comme où je peux aller. Non, c'était pas ça. C'était juste d'être des amis. Et finalement, sur le plan identitaire, mais plus spécifiquement sur la dimension de l'appartenance, de créer un sentiment d'appartenance avec un autre groupe, on a des jumeaux québécois qui nous ont dit, par exemple, maintenant c'est mon ami, on est proche. Je viens de référer à cette personne ou je suis maintenant sa grand-mère en référant à la petite fille de la famille à laquelle elle est jumelée. Ou encore, c'est ma famille africaine. Donc, vraiment un grand sentiment d'attachement et d'appartenance envers la famille et les membres des personnes de la famille avec qui le jumeau québécois est jumelé. On a des jumeaux immigrants qui ont dit « Maintenant, je suis québécois. Oui, je suis vraiment québécoise. J'aime Québec beaucoup, beaucoup. » Donc, on voit que, et ça, c'est des propos qui étaient vraiment tenus dans le contexte où grâce au jumelage, je me sens maintenant québécois ou grâce au jumelage, maintenant j'aime Québec. Et ça, c'est une personne qui était ici depuis plus de 20 ans qui affirmait ça. C'était vraiment le jumelage qui avait été le point tournant pour lui déclencher un sentiment d'appréciation et d'amour envers le Québec. Et pour terminer, quelques chiffres quand même positifs sur le potentiel du jumelage. On a dans les gens qui ont répondu au sondage, 82% des immigrants qui souhaitent poursuivre leur relation au-delà du jumelage formel, mais cette proportion-là, elle est quand même moindre chez les natifs. On peut trouver toutes sortes d'hypothèses d'explication à cet écart de pourcentage. Et de l'autre côté, on a des gens qui affirment très, très, très majoritairement que leur jumelage était soit excellent, que la relation au sein du jumelage était excellente ou plutôt excellente, donc dans une proportion de plus de 93% chez les immigrants et de près de 90% chez les natifs. Chez les immigrants, c'était davantage vraiment dans la réponse excellent,
alors que chez les natifs, c'était plutôt dans la réponse plutôt excellent. Mais on voit que quand même, ça revêt, c'est une expérience qui est très positive, qui est exprimée comme étant très positive chez une large majorité des participants. Super, merci Stéphanie. Fait que bonjour à tout le monde, enchantée. En fait, là, comme l'a dit Johanna, comme vient de le dire Stéphanie, moi, mon rôle dans ce projet-là, je suis arrivée à la toute fin, mais c'était de voir comment, en fait, on pouvait s'assurer de rendre les résultats de la recherche concrets, accessibles. En fait, comme Stéphanie vient de vous le montrer, il y a énormément de résultats qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact direct sur la pratique. Fait que l'idée, c'était de rendre ces résultats-là, comme je le disais, accessibles, attrayants. Pour faire ça, on a choisi de développer différents types d'outils. Fait qu'avant de vous les présenter, d'abord vous dire comment y avoir accès. En fait, on va les rendre accessibles en ligne dès le début de la semaine prochaine. Vous pouvez aller sur le site web de l'EDIC. Vous avez le petit chemin là, sur la diapo. Là, vous allez dans l'onglet le publication, ensuite outils de mobilisation des connaissances, puis vous avez tout un volet sur le jumelage interculturel. Fait que les outils que je vais vous présenter à l'instant vont être disponibles sur cette page-là. Puis sur le PDF là, de la présentation que vous allez recevoir, vous pouvez cliquer directement là, sur les onglets que vous voyez à l'écran, puis ça va vous amener vers le site web là, de l'EDIC. Puis les images que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter, des outils, vous allez pouvoir aussi cliquer directement, puis ça va vous amener à l'outil directement. Donc, pour commencer, comme je disais, bon, différents types d'outils qui ont été développés. D'abord, vous présenter qu'il y a trois fiches synthèse qui ont été faites, une version courte et une version longue que je vais vous présenter dans un instant. L'idée, c'est que chaque fiche répond ou offre des réponses, des pistes de réflexion concernant les trois questions, trois catégories de résultats, si vous voulez, que Stéphanie vous a présenté. Donc, comment le jumelage interculturel peut contribuer à réduire les préjugés. Ensuite, comment le jumelage interculturel peut contribuer à promouvoir des relations égalitaires. Puis, tout ce qui touche la question de l'intégration. Pour cette fiche-là, autant la fiche courte que la fiche longue, ça va venir un petit peu plus tard là, en novembre. Fait que l'idée ici, c'était vraiment, avec ces fiches synthèse courtes-là, c'était vraiment de représenter visuellement, fait que par des images, par du texte, les résultats de la recherche. Encore une fois, on voulait rendre les résultats accessibles, clairs, attrayants, d'avoir des façons aussi de rejoindre différents publics cibles. Fait qu'on va vous présenter, bon, évidemment, il y a des articles scientifiques, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité le temps, la possibilité de lire. C'est pas accessible à tous. Fait que c'était d'essayer de trouver différents moyens là, pour rendre ces résultats-là concrets à la pratique. Merci. Ensuite, trois fiches synthèse longues. En fait, si vous voulez la fiche synthèse courte, c'est comme le résumé du résumé. Essayer de condenser ça le plus possible. Avec les fiches synthèse longues, on peut aller plus dans le détail, la nuance. Aussi, là, Stéphanie l'a présenté à plusieurs reprises au cours des résultats. Il y a beaucoup de résultats que c'est on a une réponse avec un mais, si vous voulez. Fait que l'idée avec les fiches longues, ça permet vraiment d'aller nuancer, d'aller plus en profondeur, mieux connaître, comprendre les résultats. Euh, Autant les fiches synthèse courtes que longues s'adressent principalement aux responsables des programmes de jumelage interculturel, fait vraiment les personnes qui déploient les services de jumelage là, dans les organismes communautaires de la province. Euh, Par contre, ça peut aussi tout à fait s'adresser à un public plus de chercheurs, public académique, de professeurs aussi, parce qu'encore une fois, ça fait état des résultats de recherche. C'est simplement le médium utilisé qui est un peu différent de ce qu'on voit normalement avec les articles scientifiques. Donc, voilà, les articles scientifiques également. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble des détails, la méthodologie, les résultats et tout ça, une discussion. Fait que là, vous avez vraiment le détail du détail là, de chacune des questions là, qui a été, chacune des catégories de résultats là, dont il a été question. Ensuite, deux autres types d'outils. D'abord, des épisodes de balado. Fait qu'au début du projet, un premier épisode avait été enregistré vraiment sur le projet qui était à venir, si vous voulez. Puis un deuxième épisode qui est enregistré tout récemment, qui porte sur la fin du projet. Fait que vraiment les résultats, puis les outils de mobilisation puis de transfert là, dont il est question en ce moment. On parle aussi de ça. Les deux épisodes sont disponibles sur le site web de l'EDIC puis sur Spotify si vous voulez aller les écouter. Euh, Finalement, dernier outil sur lequel on va un peu plus s'attarder,
C'est l'anti-guide qu'on a appelé du jumelage interculturel. Merci Stéphanie. Fait que pourquoi d'abord un anti-guide? C'est un peu un drôle de mot, ça peut porter un peu pas à confusion, mais à réflexion du moins. L'idée ici, c'était vraiment de développer un document qui ne vise pas en fait à prescrire une façon de faire sur comment déployer le jumelage interculturel. Ce n'est pas une recette. En fait, ce type de document-là sur comment déployer le jumelage, ça existe déjà. Il y a un document qui a été fait que vous connaissez probablement déjà, mais par la TCRI, sur un document qui s'appelle le Guide de l'intervenant de jumelage interculturel, qui vient vraiment expliquer différentes étapes pour monter un programme de jumelage si vous voulez. Fait qu'on a essayé d'être complémentaire avec ce type d'outils déjà existants. Fait que l'idée ici, c'était vraiment plus d'accompagner, soutenir la réflexion puis les prises de décision pour les personnes qui déploient les services de jumelage interculturel. Fait que spécifiquement, cet outil-là s'adresse aux intervenants, intervenantes, responsables de programmes, direction d'organismes communautaires aussi, qui déploient les services de jumelage. Donc, comme je disais, vise pas à outiller les intervenants ou gestionnaires dans la mise en place et développement d'un programme, mais beaucoup plus à susciter la réflexion. Pour ce faire, différentes sections à cet anti-guide. D'abord, tout ce qui touche la définition, à savoir, pardon, que chaque section est accompagnée d'une partie de résultats qu'on vient présenter différemment que dans les fiches synthèse, différemment que dans les articles scientifiques, mais il y a toujours une petite section sur ce que disent les résultats, puis ensuite des questions, des pistes de réflexion là, pour amener les personnes qui vont lire le document à se forger leurs propres réponses aussi. Donc, différentes sections, tout ce qui touche la définition du jumelage, fait pour chaque organisme, qu'est-ce que le jumelage est, n'est pas. Ensuite, les objectifs, qu'est-ce qu'on vise avec nos pratiques de jumelage dans chacun des organismes. Ensuite, définir la vision de l'intégration, fait que de quelle façon on la définit, on en parle. Euh, Avant-dernière section sur le profil, le rôle des personnes impliquées, fait autant le profil des jumeaux jumelles québécoises et immigrantes, ensuite le rôle des personnes, encore une fois le rôle des jumeaux jumelles, mais aussi le rôle des responsables, le fait que chaque personne, de quelle façon se positionne dans le déploiement de ces services-là. Puis finalement, tout ce qui touche la promotion du programme de jumelage, puis le recrutement des personnes participantes. Fait que de quelle façon on parle de nos services de jumelage, de quelle façon à qui on en parle. Fait que l'idée ici, encore une fois, c'est que les pistes de réflexion amènent le lecteur, la lectrice à définir ses propres réponses selon son contexte d'intervention, selon la grosseur de son organisme. On a parlé tout à l'heure des moyens aussi à la disposition, le nombre d'employés, la région, bref, tout ça, c'est vraiment d'amener chaque personne à définir ses propres réponses. On vous a mis aussi quelques exemples de pistes de réflexion. C'est vraiment juste pour vous illustrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Fait que des questions du type, bon, quelle vision de la place des personnes immigrantes dans la société québécoise on souhaite promouvoir, de quelle façon on définit les rôles des jumelles et des jumeaux, puis pourquoi en fait on leur attribue ces rôles-là, les publics auxquels on s'adresse, est-ce qu'ils sont conscients des préjugés qu'ils pourraient entretenir à l'égard des personnes immigrantes ou des membres de la société d'accueil? Est-ce que les personnes sont ouvertes ou semblent ouvertes à remettre en question ces préjugés-là? Fait que bref, différents types de questions pour réfléchir la pratique. Fait que voilà, ça résume un petit peu là, les outils qu'on a déployés.